Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Oui, cette optique est très vieille, elle est sortie pour vous dire en 1988, ce qui fait qu'elle a 33 ans de conception comme moi, et la question pourrait être pourquoi adapter une optique du temps de l'argentique, qui date précisément de un an après la création de la monture F, sur un Canon EOS R6 via la bague d'adaptation EF to EOS R, moi j'ai celle avec la bague en plus, bon ça on s'en fiche. Eh bien la réponse pourrait être parce que ça marche, le moteur est précis, bien que plutôt bruyant, mais pas vraiment beaucoup plus bruyant que par exemple le 35 mm 1.8 RF macro de chez Canon aussi, donc de ce côté-là c'est plutôt pas mal. Ce qui est étonnant, c'est que l'autofocus marche vraiment très bien sur la Canon EOS R6, et je veux dire en cerveau, donc autofocus continu, l'optique marche vraiment plutôt pas mal, voire même très très bien. Donc là, hop. Donc vous voyez qu'elle suit mon œil parfaitement sans aucun problème, avec peut-être un petit peu de bruit qui sera pris par le micro. Ayant possédé le 28 mm 2.8 qui lui ressemble beaucoup, je m'attends à une optique sans prétention mais qui marche. D'ailleurs, mon 28 mm 2.8 était plus piqué que le 35 mm 1.4 que j'ai acheté pour le remplacer. Donc, vous l'aurez compris, j'adore le 28 mm 2.8, donc pour ce test du 24 mm 2.8, on va voir si cette optique est intéressante ou si c'est un cul de bouteille. De toute façon, vous allez être 3 à regarder ça, donc pour les 3 d'entre vous qui regarderont cette vidéo, j'espère que vous l'apprécierez. Pour commencer, on va parler des caractéristiques techniques de l'optique. Donc l'optique, elle fait 48 mm sur 67, alors je ne sais plus si c'est en largeur ou en longueur. Donc vous ferez vos petits calculs vous-même, mais ça fait une optique assez petite, avec une mise au point qui est interne, donc l'optique restera tout le temps de cette taille-là, et c'est vraiment du coup plutôt pas mal. L'optique est de qualité, enfin elle est en fait en plastique, mais la monture est en métal, donc c'est une construction classique, non tropicalisée de l'époque, mais c'est plutôt de qualité, et ça respire, comment dire ça, la qualité, et surtout comme l'optique est petite, vous avez moins de chances de la taper un peu partout. Donc l'optique a une ouverture relativement petite, on va dire ça, donc c'est f2.8, donc c'est la même chose qu'un zoom, mais à cette époque-là, valait mieux avoir une optique focale fixe de 2.8 plutôt qu'une optique 1.4 ou les choses dans le genre, parce que si ce que vous voulez c'est la précision et enfin, du coup du piqué et des bonnes couleurs, c'est plutôt ce genre d'optique qu'il fallait avoir à l'époque, sachant qu'il n'y avait aucun traitement optique, donc par exemple du côté des flares, ce sera assez magique de ce côté-là. Du côté formule optique, c'est assez marrant parce qu'on est sur 10 éléments en 10 groupes. Donc en fait, on a des groupes de 1, donc allez savoir, hein, groupe de 1. L'optique ferme à f22 si ça vous intéresse, et la mise au point minimale est de 25 cm, donc pas vraiment de quoi faire de la macro, surtout au 24 mm, ça reste quand même assez proche. Mais voilà, vous n'irez pas non plus faire de la macro avec, et ça reste relativement normal pour une optique de ce gabarit-là. Là, j'en ai fini avec les caractéristiques techniques. Donc, j'ai parlé de piqué et de qualité du 24 mm 2.8. Donc, ce qu'il faut savoir, si vous y connaissez un peu, petite optique, ouverture modérée, ça donne souvent des résultats qui sont avec un piqué pas vraiment génial en close-up, donc en photo de près, comme on parlait de macro tout à l'heure. Et étonnamment, cette optique marche vraiment très très bien du coup en close-up, et relativement bien de loin et à moyenne distance. Il faut savoir que souvent les optiques ne sont pas à leur top lorsqu'elles sont à l'infini, puisque l'infini est une approximation de mise au point, mais cette optique s'en sort vraiment plutôt très très bien. Sur tous les exemples que j'ai faits, j'ai pas vu de problème massif de piqué. Mais souvent, il peut y avoir des problèmes de piquet dus à un autre petit problème. Je vous ai dit que ces optiques-là n'avaient aucun traitement optique, et ça se voit notamment avec une particularité qui est du flare qui baisse beaucoup le contraste. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des cas, donc je ne pourrais pas vous dire tous les cas disponibles, mais ce que j'ai constaté, c'est que si vous avez une lumière très très forte dans un endroit très très réduit, par exemple une fenêtre, et ben vous aurez un gros effet de baisse de contraste avec par exemple le noir qui va être autour.
la lumière prendra toute l'optique et vous aurez des problèmes de contraste. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Et en gros, en fait, il faut que la lumière fasse une portion quand même assez large de l'image. Donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de lumière qui rentre dans un espace assez restreint, donc vous êtes assez près de l'espace restreint. Donc ce qui veut dire que si vous êtes assez éloigné de la source de lumière, vous n'aurez pas de problème de flair, donc c'est quelque chose de pas mal de ce côté-là, et ça pourrait vous donner un espèce d'aspect de filtre de diffusion ou de choses peut-être un petit peu laiteux dans le bokeh, mais rien de vraiment très grave de ce côté-là, c'est juste que dans certains cas, vous aurez du flair, et en parlant de défauts optiques, vous aurez des réflexions internes, bien évidemment, dans ces cas-là. Vous prenez un lampadaire ou des choses dans le genre, vous aurez quelque chose qui rebondira dans la formule optique et qui ira vous mettre une petite lumière. Donc personnellement, je ne conseillerais pas l'utilisation de filtres neutres ou de trucs comme ça pour protéger la lentille parce que ça ajoutera encore plus, comment dire ça, de défauts optiques visuel que vous verrez dans votre image. Une chose que je n'avais pas dit dans les caractéristiques techniques, c'est qu'on a un diaphragme à 6 lamelles qui se voit quand même, et surtout lorsque par exemple on a ces réflexions internes avec du flair, donc avec une grosse lumière, et bien si vous fermez un peu, vous voyez bien ces hexagones, les hexagones à 6, c'est quoi? Oui, donc c'est bien un hexagone, hein. Je me suis retourné le cerveau pour rien, donc oui, avec 6 lamelles, on aura un effet d'hexagone, sauf qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Le diaphragme à 6 lamelles, c'est pas forcément un problème sur une optique à 2.8, alors que ça peut l'être sur des optiques à plus grande ouverture. Grande ouverture. Parce que, si vous ne le savez pas, 2.8, c'est plus grand que f32. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut, lorsque vous faites vos notations de focale, enfin de f quelque chose, mettre f sur quelque chose. Donc la focale sur l'ouverture en gros, enfin sur l'ouverture, sur le chiffre de l'ouverture. Et donc en gros, si vous avez f sur 32 et f sur 2.8, enfin f sur 22 ou f sur 2.8, f sur 2.8 est plus grand que f32. Donc l'ouverture est plus grande. Donc il faut penser à ça comme ça. C'est pas plus petit, plus grand, plus machin. C'est toujours plus grand. L'ouverture est plus grande parce que c'est f sur... Et donc sur une même optique, c'est toujours plus grand f de 8, f sur 2.8 du coup, que f sur 22. Et du coup, je disais quoi? Oui, lorsqu'on regarde une optique, notamment le 24 mm 2.8 à 2.8, le diaphragme n'est pas là. En gros, le diaphragme est complètement ouverte, donc vos billes de bokeh sont rondes. Alors que par exemple, si vous prenez une optique qui ouvre un 4, si elle fait 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,5, 2,8, eh ben, le diaphragme c'est déjà fermé. Donc s'il y a 6 lamelles sur une optique qui ouvre beaucoup plus grand, eh ben, on va les voir beaucoup plus vite, et les billes de bokeh, en plus, comme on a une ouverture plus grande, à 2,8, eh ben, les billes de bokeh seront déjà plus des billes de bokeh, alors que sur le 24 mm 2,8, eh ben, on se retrouve à avoir des billes qui vont disparaître plus vers 5,6, 6,3, 7. Et du coup, comme on a déjà une optique très grand angle, et vos billes de bokeh, vous les verrez déjà pas souvent, donc pas les voir à 5, 6 ou 7, et voir des hexagones alors que vous verrez pratiquement rien. C'est pas forcément un problème sur cette optique, comme je vous l'ai dit, vous les verrez surtout dans les réflexions internes. Donc si c'est ce que vous voulez vous amuser à voir comme effet, française, et vous aurez du coup vos réflexions internes avec des hexagones intérieurs si vous faites ça à 5, 6 ou 7 ou n'importe quelle ouverture plus petite. Pour reparler de piqué, je me suis fait quelques photos de référence d'assez près pour voir le piqué en close-up et ce que j'ai constaté lorsque j'ai pris des photos en extérieur, c'est qu'il n'y avait pas de problème de loin. Mais bon, c'est là où on voit le mieux les différences. Et ce que j'ai fait, c'est souvent je prends mon ordi pour voir si on peut voir chaque pixel au photosite, enfin, ce que vous voulez. Et donc voilà, j'ai fait quelques photos de référence, et donc on a un piqué qui est homogène de f2.8 jusqu'à f8, puisque j'ai pas testé plus loin. Donc voilà, l'optique est vraiment pas mal de ce côté-là. Par contre, lorsque j'ai pris des photos en extérieur, j'ai constaté que sur les bords, on n'était pas forcément toujours génial. Donc je vais vous montrer ça ici. Donc c'est des défauts optiques. Ce que je pense, c'est que quand on met au point sur les bords, il
il n'y a aucun problème. Mais au moins, lorsque vous mettez au point au centre ou comment dire, pas très loin sur les côtés de l'image, vous allez constater que les bords sont pas forcément de qualité, mais c'est pas étonnant pour une optique de cet âge-là. Et en corrigeant, vous pouvez pas obtenir quelque chose de mieux. Il n'y a pas de profil Lightroom d'ailleurs sur cette optique-là. Je ne sais pas si elle est trop vieille ou si, comme elle date d'avant Lightroom, ils n'ont jamais voulu faire de profil. Donc du coup, on a du vignettage dessus, il faut le corriger manuellement aussi. On a de la distorsion, comme vous le voyez sur les exemples, qui est modérée. Et comme pour le flair, c'est vraiment quand on est très près de ce qu'on va prendre en photo. Le flair, c'est de la source de lumière, mais lorsqu'on est près de ce qu'on va prendre en photo, on voit de la distorsion, alors que plus on est loin, moins on a de problème. Par exemple, là, si vous regardez, on voit pas, parce que je filme avec, on voit pas vraiment de problème de distorsion. C'est quand même assez léger, donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Vraiment, si vous vous rapprochez, vous aurez de la distorsion. Et pour ce qui est du vignettage, si vous mettez 80 dans Lightroom, vous perdez tout le vignettage, donc c'est ça qui est quand même pas mal. C'est qu'on aura un vignettage qui n'est pas supérieur à ce qu'on peut trouver dans du mirrorless. Et il est homogène au moins sur la copie que j'ai de l'optique. Du coup, pour ce qui est de l'utilisation de l'optique en photo, c'est vraiment très agréable, hein. On va pas avoir, comment dire ça, de problème avec le fait que l'optique soit légèrement bruyante en autofocus, et puis ça s'entend pas de loin, il faut vraiment, comment dire, passer sur toute la zone de mise au point pour vraiment avoir un bzzzt qui va arriver, un peu comme, je sais pas si on va l'entendre là, voilà. Un peu un bruit de... voilà, de poivrier. Mais du coup, à part, comment dire, si vous acceptez d'avoir le flair dans certaines conditions, l'optique marche vraiment très très bien en autofocus continu, donc j'ai aucun problème. Je pense que ça ira aussi en one shot. Moi, j'utilise que comment comment dire ça, le cerveau chez Canon, et j'ai jamais eu aucun problème. L'exposition est correcte, hein. Les couleurs sont très très bonnes aussi pour moi, donc c'est un avantage, je trouve, de cette optique-là, hein. Lorsque vous regardez ici, je suis en train de filmer en C-Log, et c'est comment au moins aussi bon que les autres optiques, et le piqué est au moins bien meilleur que le 14 mm de 8 de chez Samyang. Du coup, maintenant, on va attaquer le côté vidéo, et je vais aussi vous parler du pourquoi, du comment j'ai acheté cette optique. Bon, c'est plutôt simple, hein, au final à comprendre. Il n'y a pas de 24 mm RF en ce moment, on attend toujours le 24 mm f1.8, donc moi je m'attends à des performances franchement semblables à cette optique, hein, au final, à part avec une ouverture de 1.8 qui permettra de faire beaucoup plus facilement des photos d'étoiles. Il est censé être macro, me semble-t-il, donc ça voudrait dire qu'il fait la mise au point plus près que celui-là. On verra ça. J'aurais pu prendre aussi le 20 mm de 8, donc je l'ai déjà eu. Voilà, donc je voulais tester autre chose, il faut dire ça, et j'ai déjà un 20 mm 1.8 Sony qui me suffit amplement. Avec ça, je peux explorer d'autres possibilités. Là, je peux mettre du coup tout mon rig ici et pas avoir de problème. Si je regarde là, c'est que je vois le R6 qui est en train de surchauffer, mais bon, comme je suis en enregistrement externe, il n'y aura pas de problème. Et du coup, vous pourrez me dire, mais il y en a un autre de 24 mm de 8, alors je suis même pas sûr qu'il soit meilleur que celui-là en formule optique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la différence, c'est qu'elle est stabilisée, donc peut-être qu'ils ont révisé la forme, ils ont été obligés de revoir la formule optique, parce qu'il faut savoir qu'une optique stabilisée a une formule optique spéciale pour avoir un élément qui bouge à l'intérieur, pour pouvoir faire la stabilisation. Donc on ne peut pas faire ça de base sur une optique standard, donc c'est pas la même formule optique que celle-ci. Donc souvent c'est un compromis, et souvent les optiques qui ont la stabilisation intégrée, au moins dans les anciennes générations, sont moins piquées. Et le problème, c'est qu'il semble que cette optique ait de gros problèmes, à savoir que les deux stabilisations n'ont pas l'air de vouloir collaborer correctement pour faire de la vidéo. Donc je préfère avoir juste la stabilisation sur le capteur, qui est déjà très bonne sur le R6, même s'il y a du wobble dedans. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris l'autre optique, le 24 mm de 8 IS USM. Du coup, en vous montrant quelques exemples, l'optique basiquement fait le café, à part le fait que l'optique fasse son petit scrish, et ben j'ai pas vraiment de problème. Les couleurs sont vraiment géniales. La première fois que j'ai utilisé le C-Log 3 dessus, en extérieur,
Bien évidemment, le seul problème, c'est le R6, hein, et ça m'oblige à chaque fois à prendre ça pour essayer d'avoir mes gris neutres. Bon, au bout d'un moment, on se souvient de ce qui est du gris neutre dans la scène et on arrive à exposer correctement manuellement. Mais à part ça, ça n'a rien à voir avec l'optique. Du coup, l'optique m'a coûté 179 € et pour ce prix-là, c'est vraiment juste génial. Je suis très content de l'avoir acheté pour ça. Moi, ma seule, mon seul petit problème, c'était de me dire, est-ce que l'optique aura l'autofocus? Et comme elle l'a en vidéo, il n'y a pas de problème, à part peut-être le fait d'aller peut-être un petit peu moins vite que d'autres optiques. Souvent, voilà, un petit peu de temps de retard. Il y a juste peut-être un petit peu ça, mais sinon, lorsque voilà, ça se passe correctement, à part ce que vous pouvez voir. Donc, il y aura quelques petits problèmes dessus. Donc, le premier, c'est le focus breathing. Et du coup, voilà, vous ne pouvez pas utiliser l'autofocus tout le temps, donc vous êtes obligé de revenir en mode manuel. Et le petit problème supplémentaire, c'est que c'est ce qu'on appelait un Canon AFD, donc pas forcément comme les Canon, comme les Nikon AFD, c'est qu'on n'a pas de moteur USM à l'intérieur. Et donc, en fait, si vous ne connaissez pas ce type d'optique, c'est le premier optique qu'a fait Canon pour sa monture EF. Et en fait, ça marche en autofocus, bon, ça marche très très bien, sauf que la bague de mise au point est folle. Et dès que vous passez en manuel, vous avez, du coup, que la possibilité d'utiliser la bague de mise au point. Sauf que, comme elle ne tourne pas librement, et que lorsque l'autofocus se fait, en gros, en USM, la bague de mise au point se désolidarise du moteur autofocus lorsque la mise au point se fait, mais après vous pouvez reprendre la mise au point. Là-dessus, comme vous êtes obligé de cliquer pour être en manuel, en fait, vous allez taper en fait à la fin, lorsque vous arrivez au bout, par exemple à l'infini ou à 25 cm, vous allez taper. En fait, la bague de mise au point va s'arrêter vraiment d'un coup. Et comme c'est une bague de mise au point d'optique autofocus, c'est pas, ça, on le sent pas forcément lorsqu'on va arriver à ce point-là. Et aussi, le petit problème qu'il va y avoir, c'est qu'elle souffre d'un défaut de vieilles optiques, c'est qu'ils ont voulu, pour la rendre plus confortable, mettre de la gomme sur la partie plastique de la bague de mise au point, ce qui fait que ça colle, en fait. Donc moi j'ai tout enlevé, ça va, sauf qu'il en reste certainement un petit peu entre le fût et la bague de mise au point, donc de chaque côté, et du coup ça fait que c'est pas doux lorsqu'on fait la mise au point, et alors comme on a du focus brushing, on est obligé, donc voilà, c'est pas forcément optimal, du moins sur mon optique. Peut-être que des optiques plus récentes, à savoir qu'elle est encore vendue, moi le 28 mm je l'avais acheté neuf en 2011 ou 2012, voilà, donc ça se trouve encore en état assez récent. Je pense que la mienne est un peu plus vieille que ça. Du coup, et c'était vraiment les problèmes qu'on peut avoir en vidéo avec cette optique. Bien évidemment, il y en a un troisième, ça va être ce petit bruit de gring de poivrier qui fait que basiquement vous ne pouvez pas faire de prise interne du boîtier. Bon, là vous entendez même dans le micro-cravate, vous ne pouvez pas faire de prise interne du boîtier. C'est un petit peu dommage, hein, ça vous obligera à faire que, j'ai mis quoi? Que des plans d'illustration sans son avec cette optique. Bref, pour finir avec cette optique, c'est un petit bijou à 179 € qui, même lorsque le RF 24 mm 1.8 arrivera, restera un prix inégalé. Bien sûr, je pense que au moins en termes de problème de flair et de réflexion interne, le 24 mm 1.8 sera meilleur, mais je suis pas sûr que en termes de piqué et de choses dans le genre, de piqué et de contraste et de couleur, on sera aussi bon que ça, parce qu'elle est quand même vraiment très très bonne, cette petite optique de ce côté-là. Donc moi je vous la conseille, hein, si vous pouvez la trouver. Moi je vous conseille pas au-dessus de 200 €, donc entre 150 et 200 €. C'est une petite pépite qui mérite qu'on s'attarde dessus. Donc je vais vous laisser là-dessus, hein, je vous ai tout dit là-dessus, donc si vous me dites fais ça et machin et trucs, j'ai tout dit. Tous les défauts, si lamelle, voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions supplémentaires sur l'optique ou sur l'R6 ou sur l'adaptation d'optique, posez-les-moi ici, je pourrai vous répondre ou pas. Et moi je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.